Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Destin de femme sur Sud Radio, votre rendez-vous du samedi 13h30 avec les femmes françaises au parcours hors du commun, connues ou pas d'ailleurs, et tout style confondu. Une émission imaginée grâce au livre Même titre de Valérie Pérez. Aujourd'hui, vous allez découvrir le destin d'une femme qui s'engage pour l'égalité professionnelle femmes-hommes au sein des entreprises. Elodie Dratler, j'ai envie de dire l'inventeuse, fondatrice de la start-up Wominds. C'est une plateforme technologique qui porte, accompagne et mesure la parité, tout simplement, pour faire changer plus vite la société. Elodie Dratler, vous avez mis votre vie d'entrepreneur au service de nos sœurs. On aime ça sur Sud Radio, bienvenue. Exactement, merci de votre accueil. Je vous en prie. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Alors pour commencer, Elodie Dratler, les questions usuelles de cette seconde saison de Destin de femme. La première, votre définition du féminisme. C'est peut-être compléter la phrase de Jean Baudin, il n'est de richesse que d'hommes. Ok. Et de femmes, donc. Oui. En fait, j'ai envie de dire, il n'est de richesse que d'hommes, ça date du XVIe siècle. Moi, je me méfie pas mal de la sémantique. Ouais. Elle inscrit quand même cette sémantique à un schéma et conditionne un peu nos pensées. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut pouvoir oser dire, elle est incomplète, cette phrase, et cette perception, elle est incomplète. Donc, il n'est de richesse que d'hommes et de femmes ensemble. Donc le féminisme, c'est les hommes et les femmes ensemble pour le droit des femmes, c'est ça que vous dites? Pour le droit des femmes, oui. Ouais. Et ça se revendique, je pense, parce que ce droit-là, maintenant, évidemment, tout le monde en a peut-être conscience, mais faut-il encore en prendre conscience? Moi, ça m'a pris presque une vie de le prendre conscience. Il n'est jamais acquis, il n'est jamais installé, il est fragile. C'est celui sur lequel on peut peut-être identifier le niveau de démocratie et de liberté sociale dans lequel on a tous la chance, tous et toutes, la chance de naviguer. Donc, il est au service des êtres humains. Ok. Des êtres humains. Est-ce que, donc, du coup, la question, on a déjà la réponse, les hommes peuvent donc être féministes? Elodie Dratler. Les hommes peuvent, et je dirais... Doivent, ouais. Je dirais doivent, parce qu'ils ont un pouvoir de fait. La société, elle s'est organisée quand même autour de ce pouvoir. Elle est de encore leur patriarcale. Elle l'est encore, elle l'est de trop, mais ce sont nos meilleurs alliés. Je pense qu'on peut absolument pas reproduire un schéma clivant. Donc non, ils sont au contraire en première ligne. Alors, je vous reprends. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas reproduire un schéma clivant? Parce que ce féminisme, en tout cas tel que moi je le considère, il est justement de considérer que les droits humains intègrent et les hommes et les femmes. On n'est pas là pour sortir l'un ou l'autre de nos genres, si on veut un universalisme et un accès à tous au droit et au respect de soi, de son corps, de son pouvoir d'agir et d'être. Donc il n'est pas question qu'on sorte les hommes de là. La question que je me pose plus sur la place des hommes, c'est, à mon avis, ce sont nos meilleurs alliés, parce qu'ils ont le pouvoir d'agir. Donc ils peuvent quand même changer les choses. Ça peut être nos meilleurs ennemis aussi. Ça peut être nos meilleurs ennemis, mais quand ils deviennent nos meilleurs amis, je les invite à faire le contraire de l'empowerment féminin, c'est-à-dire se désempouvoirer. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'aime bien ce terme-là, de se dire... que ça soit plus un sujet, quoi, le pouvoir, que ça soit pas ça le sujet, en tout cas. Que le sujet, ce soit de prendre conscience pour l'homme, de se dire, j'ai des avantages, j'ai des droits... Donc j'ai pas besoin d'en rajouter, quoi. Non seulement j'ai pas besoin, mais ma force à moi, ça va être de peut-être d'offrir une capacité d'agir aux femmes qui m'entourent. Sans comment dirais-je, finalement, indirectement, ce que vous dites, c'est que ça donne du pouvoir aussi, de donner du pouvoir aux autres. Mais ça donne un pouvoir majeur. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qui vient castrer. Ça vient pas les réduire. Ça vient pas, au contraire, au contraire. Mais je pense qu'il faut qu'ils aient cette conscience-là, s'ils peuvent l'avoir. Nous aussi, on doit l'avoir de notre côté, évidemment, ce pouvoir d'agir et d'être. Mais quand ils font le place et quand ils œuvrent pour permettre aux femmes qui les entourent. Je dis aux femmes qui les entourent, parce que ça peut être à la maison comme en entreprise. Du pouvoir qu'elles peuvent avoir. Ça peut être leur femme, leur mère, leur sœur, leur collaboratrice, etc. Absolument. Vous avez un exemple d'homme féministe autour de vous? J'en ai plein. Ouais, je les attire. C'est une bonne nouvelle. Non, ils n'ont pas le choix. D'accord. Non, mais j'en ai plein. Et en fait, est-ce que vous en avez un en particulier qui vous a mis le pied à l'étrier, qui vous a aidé? Alors bizarrement, c'est marrant. Tiens, bizarrement, c'est peut-être sans me mettre le pied à l'étrier, c'était une phrase qui m'a été dite et qui m'a autorisée. Moi, je fais partie d'une génération
sois gentil, fais bien, range-toi, mets-toi à droite, fais pas trop de bruit, etc. C'était la même génération a priori. Voilà, donc on est cette génération pas tellement rebelle par rapport à l'ordre commun ou même la hiérarchie dans les boîtes de ce que j'ai connu. Et il m'est arrivé sur ma dernière expérience professionnelle d'appartenir au CODIR. C'est la première fois qu'il y avait une femme dans le CODIR de la boîte dans laquelle j'étais. Oui. Cette boîte a décidé à un moment donné de se dessaisir d'une techno qu'elle avait rachetée, parce que je viens de l'univers de la tech. Et à la tête, il y avait 2 hommes, et les 2 hommes m'ont dit on aimerait que tu rachètes cette société. Ok. Et moi, j'ai fait les yeux que vous venez de faire. Ah bon. Donc, je m'étais pas autorisée à l'imaginer, à le penser. Je pense que c'est peut-être les premiers hommes, j'allais dire, dans mon espace professionnel à vous a montré que c'est possible, quoi. Ouais, à me montrer et à ouvrir une voie en disant mais non, mais t'es faite pour diriger, en fait. Parce que moi, j'avais pas vu par les contraintes de nos vies personnelles, souvent. Qu'est-ce qui empêche l'avancement du droit des femmes, selon vous, comme il devrait avancer plus rapidement? La prise en considération de la parole des femmes, même si ça avance, bien sûr, et on le voit, on voit à quel point des MeToo, par exemple, ont eu des effets bénéfiques. Il y a eu d'autres effets, mais les effets bénéfiques sont quand même là. Il faut le dire et le redire. Mais cette parole des femmes, elle n'est encore pas entendue à sa juste appréciation. Et il y a des drames, le drame de Mazan, le drame de Gisèle Pellico, c'est ce drame de la parole des femmes qui n'est pas écoutée. Moi, je me suis dit, mais comment c'est possible, 10 ans? Il y a même des gens qui ont dit qu'elle aurait mieux fait de se taire. Et que ça aurait eu plus de pouvoir. Voilà, bien sûr. Mais quand on disait tout à l'heure, mais le droit des femmes n'est jamais acquis dans une société qui a peur d'affronter ses affres. On montrera du doigt la femme qui parle. Non, mais moi je pense que sur 10 années où elle a été torturée, violée, humiliée, avec les ravages que ça a construit dans son équilibre mental, et que aucun des médecins, neurologues n'a pu une seule seconde penser à la sédation, à l'abus de pouvoir du corps par la chimie, parce qu'on connaît à la fois très mal le corps des femmes, je pense, et à la fois on donne pas acte et on donne pas valeur à une femme lorsqu'elle parle de ses souffrances. Et souvent ce sont des hommes d'ailleurs qui accueillent cette parole. Est-ce qu'ils sont formés suffisamment pour ça? Est-ce que la médecine, la psychologie, la psychiatrie, et on le voit tous les jours sur d'autres sujets, sur la ménopause par exemple, ça pose un problème on vous dira vous êtes hystérique. Alors je ne citerai pas l'émission, mais j'ai déjà vu un plateau ménopause avec que des hommes de plus de 50 ans sur ce plateau en question. C'était très drôle, effectivement. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe bien du coup? Qu'est-ce qui avance pour le droit des femmes? Pour le droit des femmes, moi, je dirais cette capacité à se mettre en réseau, que j'avais pas identifié. Entre femmes, vous voulez dire? Entre femmes, et entre femmes qui assument d'avoir un pouvoir, encore une fois, de faire dans les boîtes, d'agir dans la société, le fait d'être ensemble, comme le faisaient un petit peu les boys clubs, quoi. Je trouve que c'est quelque chose qui nous donne beaucoup de confiance et qui nous fait gagner quand même du temps. Ça, c'est une nouvelle organisation, je trouve, du pouvoir des femmes, que celui de la sororité organisée. Ça, c'est nouveau. Pour moi, en tout cas, je trouvais que c'était quelque chose d'assez innovant. Qu'elles se saisissent, quoi, du sujet, et qu'elles s'entraident, en fait. La sororité, quoi. La sororité pure, et à tous les niveaux, dans tous les pays. Donc, je trouve que ça, c'est quand même... Parce qu'il y a des réseaux maintenant internationaux. Donc ça, voilà, c'est par secteur, c'est sympa quand même. C'est nouveau, cette nouvelle manière de... c'est une nouvelle manière d'être en leadership aussi. Prendre conscience qu'on a un pouvoir de faire et le faire ensemble. De le faire ensemble, bien sûr. Sur Sud Radio, on parle vrai, vous le savez. Parlons vrai, du coup. On va parler de vous un petit peu. Il y a Simone de Beauvoir qui nous disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Chaque jour. Ouais. J'allais vous demander, c'est quand que vous l'êtes devenue? Chaque jour. Tous les jours. Tous les jours. Ok, d'accord. Tous les jours. Tous les jours. Ouais. Bah oui. Simone de Beauvoir, d'ailleurs, elle a marché elle-même dans les pas de Christine de Pisan. Et peut-être que c'est là, tiens, d'ailleurs, la première conscientisation de son pouvoir. Christine de Pisan, elle était poète, et en fait, c'est par le veuvage qu'elle est devenue très autonome, et elle a pu vivre de sa plume. C'était souvent le cas à l'époque. Ouais. Mais même aujourd'hui, je pense que d'ailleurs, dans le veuvage ou le célibat, il y a quelque chose qui nous entraîne vers une obligation d'autonomie. Donc voilà, donc c'est tous les jours qu'on travaille. C'est tous les jours. L'idée qu'on en a aussi soi-même, quoi.
Oui. Hein? Oui. Alors, chères auditrices, vous le savez, et d'ailleurs chers auditeurs, je relève toujours une de vos réponses aux questions que je vous pose en amont sur les réseaux. Alors, la réponse du jour de Nathalie Baumgartner sur quand est-ce qu'elle est devenue une femme, elle nous dit, il faut beaucoup de courage pour se dire femme, car être une femme nous engage à remplir et honorer cet état de fait. Être femme, c'est être consciente du pouvoir qui est à notre disposition, et ce pouvoir est sans aucune limite. On l'embrasse, Nathalie. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Eh ben, je suis d'accord avec Nathalie. Je pense qu'il est sans aucune limite si encore on s'autorise à ce qu'il le soit. C'est pas évident, encore une fois. C'est pas si évident que ça. Parce qu'elle a dit ne pas être femme lorsqu'on en est une relève de l'ordre du gâchis. C'est renoncer à la grande responsabilité que la nature a décidée en nous faisant naître du sexe féminin. Et oui, mais alors elle a beaucoup de force en elle déjà, cette Nathalie. Elle est formidable. Je pense qu'on n'a pas tous cette capacité à s'autoriser à pousser des portes, à se revendiquer, à confirmer des droits, à affirmer des droits. On a peu tous comme ça. Et puis parfois, on est rattrapé par le corps aussi, ce corps-là qui donne la vie. Il nous a aussi créé pas mal d'embûches qu'il faut balayer tout le temps. Donc il faut encore le pouvoir de pouvoir balayer ça. C'est pas si simple. Il faut avoir un mental bien fort. Oui. Allez, vous restez avec nous sur Sud Radio pour Destin de Femme. On est avec la créatrice de l'application Woman, on va en parler d'ailleurs, qui s'engage pour l'égalité femmes-hommes en entreprise, et c'est pas rien, surtout en ce moment. C'est Elodie Dratler. Restez avec nous, à tout de suite. Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous présente Sud Radio, Destin de Femme, Judith Belair. Destin de Femme sur Sud Radio, c'est l'émission consacrée aux femmes qui tissent le sérail de notre République française. Et oui, aujourd'hui on est avec la créatrice de la start-up Woman. C'est une plateforme technologique qui porte, accompagne, mesure l'égalité professionnelle femmes-hommes au sein des entreprises. Elodie Dratler. Alors Elodie, Woman, du coup c'est une plateforme que vous êtes en train de lancer, qui se lance, qui est déjà présente, qui est en version bêta, vous me l'avez expliqué hors antenne. C'est de la gender tech, donc c'est de la technologie au service du genre. C'est ça, de l'égalité de genre. Voilà. Votre but, c'est quand même de créer un impact sociétal fort en accompagnant les organisations, les entreprises dans leur démarche pour réduire les inégalités de genre. Et vous passez par de la sensibilisation, de la formation, vous mesurez aussi les progrès réalisés ensuite. Qu'est-ce que c'est les principaux freins que vous rencontrez à la parité dans les entreprises aujourd'hui? La prise de conscience, le sujet en tant que tel. Donc soit le sujet dans les grandes entreprises, il est, comment dirais-je, il doit être traité parce qu'il y a des lois. Donc il y a des lois qui accélèrent, on va dire, la prise de décision d'agir pour une égalité professionnelle réelle dans la boîte. Soit il faut passer par la partie sensibilisation des codires, sensibilisation des managers et expliquer en quoi ça va être très favorable à leur entreprise. D'abord pour les collaborateurs à l'intérieur, parce qu'ils puissent se projeter. Et puis ensuite pour la performance que la mixité, la parité donc c'est entraîne. ça que vous dites, et c'est important de le noter, la mixité, la parité, ça apporte de la performance. Ça apporte de la performance aux entreprises. Oui, parce ceux qui le font pas, ils performent moins, quoi. Oui, puis ils n'existeront plus. Il faut le dire comme ça. Okay. Oui, parce qu'il y a des attentes sociétales fortes et des collaborateurs aussi qui veulent pouvoir se projeter dans un champ des possibles, quoi. Alors vous faites notamment du contenu, vous produisez du contenu, vous faites des podcasts, des vidéos. L'idée c'est qu'en fait en donnant à voir, en donnant à comprendre, les gens évoluent plus rapidement, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le principe en fait des rôles modèles. Donc moi j'invite toutes les entreprises qui agissent en faveur de l'égalité, en faveur de l'inclusion des femmes. Des fois on l'élargit aussi, toutes les inclusions, c'est-à-dire toutes les forces vives, intellectuelles, quel que soit le genre, l'origine, l'orientation sexuelle. Parce que je vous coupe, être féministe aujourd'hui, c'est quand même être universaliste, c'est-à-dire que en fait traiter les femmes et les hommes au même niveau, ça veut dire traiter aussi les gens différents sociétalement, de couleur, etc. Exactement. Que ça doit absolument s'ouvrir à tout le monde, quoi. Exactement. La seule chose, c'est qu'on a un ministère aujourd'hui de l'égalité homme-femme. Donc on essaie d'aller dans les... J'allais dire d'être le bras armé d'une économie, de la force travail, puisque moi j'adresse surtout les entreprises. Et ce ministère, il s'appelle pas, il n'a pas nommé tout le monde. Donc nous, on le réduit au minimum dénominateur commun, qui est le genre. Bien sûr. Mais évidemment, au-delà, il y a la singularité de chacun. Et cette singularité-là, on l'observe aujourd'hui dans les entreprises comme étant le pouvoir d'agir, de transformer, d'innover le plus puissant. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'innovation qui se fait sans innovation de pensée. Donc c'est bien cette diversité. Alors vous faites aussi de la formation. Donc vous les formez en fait, ces dirigeants d'entreprise.
entreprises à s'ouvrir, c'est ça, à cette parité? Oui, à s'ouvrir, à comprendre. Concrètement, qu'est-ce que ça donne alors? Concrètement, ça donne, ça peut donner plusieurs formes en tout cas, mais ça donne la mise en musique pratique, théorique et pratique de ce qu'apporte la mixité, de ce qui freine cette mixité, de ce qu'impliquent les stéréotypes de genre dans la carrière. Vous faites des mises en situation, vous faites oui, des ateliers, des cas pratiques, de la réflexion, des plans d'action. Voilà, il faut conscientiser et puis ensuite voir comment dans une feuille de route on peut l'élaborer pour que ça puisse vivre correctement dans l'entreprise avec un objectif très particulier. Donc l'idée c'est plutôt de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir aider l'entreprise à répondre à ses objectifs managériaux et de performance, voilà, tout en faisant grandir les collaborateurs et à la tête quand même des dirigeants et managers qui doivent comprendre que là aussi est leur responsabilité sociale. Et du coup, vous commencez par mesurer et analyser, ou ça vous le faites dans le process? Parce qu'il y a aussi ça, vous proposez des outils de mesure qui s'appellent comme un score ou il y a des scores, voilà, il y a un score de perception de l'égalité des collaborateurs et des collaboratrices. C'est au début. Ouais, c'est voilà, ça. on va les écouter, on prend un peu la température de leur perception, de leur ressenti, comment est-ce que eux se ressentent au regard de 5 grands indicateurs. Et là, j'ai repris moi les indicateurs du code du travail. Donc voilà, il n'y a pas de discrimination à avoir dans le recrutement, dans l'équilibre de vie, dans l'arrivée à, je sais pas moi, l'accès à un pouvoir décisionnel, dans le salaire, mais aussi dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc quel est le ressenti par rapport à toute cette sphère-là? Ça nous permet de poser une culture et puis de voir par quoi on commence. Parce que c'est compliqué, le champ d'action est assez large, donc il faut avoir des partis pris qui correspondent aussi à ce que les collaborateurs et collaboratrices ressentent. Ouais. Donc les points les plus fragilisants, on va considérer qu'ils sont les points prioritaires. Et on croise ensuite avec des données beaucoup plus quantitatives, qui viennent des données RH en général, et que là, nous, on vient croiser dans la plateforme avec une vision très genrée, donc sexo-spécifique, qui vient mesurer des écarts de traitement. Et à partir de là, on va pouvoir mettre en place des feuilles de route d'action, parmi lesquelles les formations, les ateliers, la sensibilisation, et vous le disiez tout à l'heure, la prise de parole sur les réussites possibles. Donc, parce qu'il faut aussi communiquer sur les engagements en interne et communiquer sur les engagements en externe. Donc une fois que vous avez tout ça, en fait, vous mettez en place des stratégies. Voilà, c'est ça. Donc qui vont aider en fait les entreprises à arriver à transiter. Voilà, à transiter. Moi j'appelle ça la transition égalitaire. On a fait de la transition numérique. Je me disais, je viens moi de ce monde-là du numérique. On appelait ça transition numérique. Voilà, de la même manière qu'il y a une transition environnementale. C'est lent, c'est un temps long. C'est ça que ça implique, une prise de conscience, une attitude volontariste, des objectifs, des KPI pour mesurer. Voilà, c'est ça. Il y a une transition égalitaire. Donc là, l'idée, c'est de la mettre en œuvre, cette stratégie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager comme ça pour l'égalité professionnelle? Ma vie. On va pas chercher très loin. Les entrepreneurs, souvent, quand on fait de la responsabilité sociale, des problèmes, souvent, c'est une histoire de chemin personnel. Ok. En tant que femme, vous avez été confrontée à plus de difficultés que si vous aviez été un homme, quoi. En tant que femme, j'ai été, Oui, parce que je venais d'un secteur qui est celui de l'innovation. Et la première des difficultés, c'était la parentalité. Oui. Ah bon? Ah oui, je vois pas pourquoi. Oui. Donc c'était tout de suite, ça a été quelque chose qui n'était pas tout à fait. Parce que vous avez élevé votre enfant seul? Oui, déjà. Et puis quand je suis devenue maman, c'était un garçon. Quand je suis devenue maman, on n'était pas beaucoup à être maman, quoi, dans la boîte dans laquelle j'étais. Donc il y avait déjà le fait de se dire, tiens, elle va partir plus tôt. J'étais moi dans un environnement qui était hyper macho. Pas forcément macho, mais inconscient. Testostéréné. Ouais, mais surtout, je sais même pas si c'est ça. C'est que la question ne se posait pas. C'était très jeune. Le numérique, c'est très jeune. Donc la question, elle s'est peut-être pas posée comme ça. En tout cas, il y avait une exigence de performance. Ça fait encore partie des secteurs, tout ce qui est technologie, ingénierie, etc., où il y a très peu de femmes. 17% déjà donc c'est affreux. Et alors le pire du pire, c'est quand même pas ça. C'est que dans le numérique, par exemple, je crois que maintenant il y a 30% de femmes dans le numérique. Le drame, c'est que à partir du 2e enfant, les femmes quittent le secteur. Elles quittent pas de leur boîte. Elles quittent le secteur. Elles quittent le secteur. Ok. Et pourquoi, vous savez? Mais parce que c'est une question d'acculturation qui s'est pas faite. C'est une question d'endogamie. Donc c'est les gens qui se ressemblent, qui ont fait les mêmes écoles, aux mêmes endroits, qui ont les mêmes boîtes, qui ont les mêmes manières de penser. Et on n'a pas réussi encore à inclure
le féminin dans toute sa, comment dirais-je, dans toutes ses possibilités. Dans toutes ses possibilités, oui. C'est quoi votre définition du succès, Élodie Dratler? Du succès personnel, ce que vous voulez. Tous les succès, moi je dirais, je sais pas, être très heureuse de s'être alignée, de s'être trouvée. Et c'est votre cas? C'est en cours. C'est déjà bien. C'est en cours. Comme tous les jours, on devient une femme, quoi. Ben voilà, moi je suis comme en mouvement. Si vous pouviez revenir en arrière et vous donner un conseil à vous-même au début de votre carrière, qu'est-ce que ça serait? N'écoute personne. Ah, vous avez trop écouté les gens? Mais moi, je vous dis, moi, j'étais d'une génération, moi, j'étais première de ma fratrie, il fallait que je m'occupe de mes frères et sœurs. C'est la deuxième maman, quoi. Ouais. Et puis non, mais quand même, bon, j'avais quand même un petit côté rebelle. Je rêvais de cinéma. On m'a dit non, tu vas faire du droit. Bon, d'accord, j'ai fait du droit. Ah, vous avez écouté, vous? Parce que moi, j'ai pas forcément écouté. J'ai essayé de pas écouter, puis au final, j'ai quand même un peu écouté. Puis après, j'ai pas écouté. Donc, je suis quand même rentrée dans la musique. Pas écouté en deuxième partie, voilà, j'ai essayé de piloter comme ça. Donc c'est naviguer certainement entre désir et responsabilité, quoi. C'était un truc à jouer comme ça. Désir et devoir. Ouais, devoir, responsabilité. En tout cas, j'en avais des responsabilités. Donc, qu'est-ce que ça serait votre conseil à une jeune femme qui se lance aujourd'hui? Mais elles ont tout compris. Moi, je trouve les jeunes femmes elles n'ont pas besoin de aujourd'hui. conseils, quoi. Si, elles en ont besoin peut-être, mais je sais pas si je suis la meilleure pour donner des conseils à une jeune femme, parce que j'ai l'impression qu'elles ont compris plus de trucs que nous. Peut-être pas toutes d'ailleurs. Hein, je vais être très biaisée aussi là-dessus, mais non, mais je pense qu'elles ont une affirmation peut-être plus forte. Je parlais tout à l'heure de réseaux féminins. Moi, je suis pas une adepte des réseaux sociaux, mais je pense que la jeunesse, elle est dans le réseau social. Donc, il y a certainement pour elle une vox populi, quelque chose qui les encourage à parler, à se montrer. De bien le faire, par contre. Il faut qu'elle continue à aller tout droit et à foncer. Ouais, à foncer. Oui, voilà. C'était court, mais c'était bien. Merci, Élodie Dratler. Merci, Judith. Je vous aurais bien gardé quelques instants de plus. Womines, on peut trouver ça sur Internet. Oui, alors allez-y. On a un site, www.womines.com, et puis LinkedIn surtout. Ouais. Voilà, c'est là où moi j'opère et c'est là où je suis joignable. Okay. N'hésitez pas, toute entreprise qui veut faire acte de responsabilité sociale par l'égalité, vous nous appelez. Allez-y, lancez-vous, chers entrepreneurs, chers patrons, c'est important. Merci donc d'être venu par ici, Élodie Dratler. On a rendez-vous demain à 19h pour cet excellent. Merci à Daisy qui réalise pour vous aujourd'hui. Et puis un gros bisou à toutes et à tous. Et à demain. Bye. Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous a présenté Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair.